Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette conférence exceptionnelle au sujet de la météo. Donc la météo marine, nous sommes juste avant l'été, avant les départs en vacances, avant vos croisières. Et donc il nous semblait pertinent de faire une conférence dédiée au sujet de la météo, et on voit que c'est un sujet qui intéresse parce que vous êtes plus de 1400 à vous être inscrits, et donc nous avons souhaité inviter Cyril Duchesne, expert chez Météo Consult, pour animer cette présentation. Peut-être tu peux peut-être passer là je vais juste dire un mot sur Globeseller. Donc Globeseller, nous sommes une agence de location de bateaux et de vente de croisières depuis plus de 15 ans. Donc nous sommes basés en Bretagne et à Paris, et nous accompagnons nos clients qui le souhaitent donc à embarquer principalement en voilier, en catamaran, avec ou sans skipper, dans toutes les destinations. Et donc, nous organisons régulièrement des conférences, des webinars pour accompagner nos clients et les former sur différents sujets que manœuvres de port, météo marine, conseils sur des itinéraires, etc. Donc, vous retrouverez toutes nos conférences sur notre chaîne YouTube. Et donc, je voudrais également introduire Cyril, et un grand merci d'avoir accepté ce partenariat et d'avoir accepté d'animer cette conférence. Donc, je te donne la parole, Cyril, pour te présenter. Bienvenue et merci beaucoup. Oui, merci beaucoup et bonjour à tous. Donc, moi, je suis avant tout un passionné de météo qui, dès ma petite enfance, avait sa station météo dans son jardin. J'ai pu en faire mon métier, c'est une vraie chance, avec un parcours universitaire en météorologie et en climatologie. Et donc, j'ai débuté à la chaîne météo en 2000 et puis ensuite, j'ai intégré Météo Consult, et au sein de Météo Consult basé dans les Yvelines, à l'ouest de Paris, eh bien, j'ai pu assez rapidement être référent météo pour les courses au large depuis 2009. Et donc, j'ai pu suivre de grandes courses au large et préparer donc les skippers à la météo, et puis également être en rapport avec les directions de course pour assurer la sécurité météo de la course, comme la route du Rhum ou encore la solitaire du Figaro, Transat AG2R, enfin différentes courses. Donc voilà, chaque année, il y a un suivi météo très précis. Et puis, donc, depuis peu, là, je suis chef du service de prévision météo au sein de la chaîne météo et de Météo Consult. Voilà pour résumer. Merci beaucoup, Cyril. Du coup, on vous a préparé une présentation. C'est surtout Cyril qui a beaucoup bossé. Donc, en 3 parties, en 3 étapes. On va d'abord parler de météorologie et d'informations plutôt généralistes, donc avec les grandes théories. Et donc, c'est très, très intéressant. Ensuite, on va resserrer un petit peu le sujet sur les effets de site. Donc, où on va regarder principalement un peu en Méditerranée, sur la côte atlantique, les différents effets de site majeurs qui vont altérer votre navigation et qu'il va falloir anticiper. Et en dernière partie, on va regarder surtout les aspects liés à la sécurité et comment anticiper et repérer les situations à risque. Voilà, ce qui est très important lorsque vous naviguez en croisière et que vous n'avez pas forcément les bons réflexes. Donc, bienvenue à tous. Donc, nous sommes maintenant presque 400 participants. C'est parti. Donc, Cyril, première partie sur la situation météo générale. Nous sommes tout oui, et bienvenue à tous. Oui, donc j'entame cette première partie. Donc, ce qui est important lorsqu'on va naviguer, c'est de connaître dans quelle situation météo générale on va procéder à cette navigation, pour ensuite connaître un petit peu plus les effets locaux de site lorsque vous naviguez, notamment en navigation côtière, où là, on a pas mal d'effets de site. Alors, concernant la situation météorologique générale, les vents, puisque c'est ça surtout qui vous intéresse, je crois que vous êtes de très nombreux à pratiquer la voile, quelques-uns aussi le moteur, mais c'est vrai que quand on pratique la voile, c'est surtout le vent que l'on surveille.
Et ce vent, il est régi par des centres d'action. Et les centres d'action, on en a deux principaux. D'une part, l'anticyclone, des zones de haute pression. Alors, vous le voyez sur le schéma à droite, ces zones de haute pression, eh bien, on a ce qu'on appelle une subsidence, c'est-à-dire on a le poids de la colonne d'air, hein, c'est la pression atmosphérique qui va être importante au cœur des anticyclones. Et donc, cet air très dense va entraîner au niveau du sol une divergence de chaque côté de l'anticyclone. Et donc, on a des pressions très élevées au cœur de l'anticyclone, à parfois plus de 1030 hectopascales. Hein. L'hectopascal, c'est ce qui mesure la pression. Et plus on va à l'écart de cette cellule de haute pression, plus les pressions vont baisser. Et donc, on va avoir un vent de moins en moins dense en allant vers l'extérieur de l'anticyclone. Donc, ces zones de haute pression, en général, c'est des zones de temps calme parce qu'on a effectivement une masse d'air très stable au cœur des anticyclones. Donc, lorsque vous naviguez à proximité de l'anticyclone, c'est rassurant, on n'a pas de mauvais temps, mais c'est vrai que souvent, on manque un peu d'air, on manque un peu de vent, donc il vaut mieux essayer de naviguer sur le contour de l'anticyclone. On va voir pourquoi, hein, très, très prochainement, pourquoi il vaut mieux naviguer sur les contours des anticyclones. Alors, les basses pressions, c'est le deuxième centre d'action, ce qu'on appelle les dépressions, hein, sur les cartes météorologiques. Et donc, au contraire, dans ces dépressions, eh bien, on a une faible valeur de pression et on a donc une ascendance de l'air. L'air étant peu dense, eh bien, naturellement, il va avoir tendance à s'élever. Et lorsqu'une masse d'air s'élève, elle se refroidit, elle se condense et il y a formation de nuages et de zones de mauvais temps. Donc retenez que l'anticyclone est plutôt symbole de calme et la dépression plutôt symbole de mauvais temps. Elle est souvent associée à ce qu'on appelle des perturbations, on va y venir, avec des vents qui peuvent être importants à proximité de ces dépressions. Donc un temps perturbé, du vent fort et puis souvent des passages pluvieux. Alors, ce qui est important de savoir, c'est comment s'organisent les vents par rapport à ces deux centres d'action. Vous avez à gauche la basse pression, à droite sur le schéma les hautes pressions. On a dit qu'on avait plutôt l'air au cœur des hautes pressions qui va diverger de part et d'autre de ces hautes pressions. Et comme on a la force de Coriolis, qui est une force de rotation de la Terre, eh bien, cette force de rotation de la Terre, elle va parvenir à dévier les vents. C'est-à-dire que naturellement, on devrait avoir la masse d'air qui va des hautes pressions vers les basses pressions. Ça devrait faire un appel d'air et le vent devrait directement aller de l'anticyclone vers la dépression. Ça n'est pas le cas et sur l'hémisphère nord, cette force de Coriolis, elle dévie les vents vers la droite dans le sens des aiguilles d'une montre autour des hautes pressions et inversement, eh bien, on a une déviation vers la gauche autour de la dépression et donc des vents qui tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, lorsque vous allez avoir sur les cartes météo les anticyclones et les dépressions, eh bien, vous allez en déduire que le vent contourne l'anticyclone par la droite et contourne la dépression par la gauche pour savoir eh bien, dans quel flux général vous allez naviguer. Alors ici, vous avez un exemple d'une carte météorologique où l'on retrouve les A anticyclones. Vous voyez que sur les îles britanniques, on a un vaste anticyclone. Au cœur de cet anticyclone, des vents faibles. Et au contraire, vous avez les zones de basse pression, les dépressions, que vous avez en bas à droite sur la Turquie, par exemple, une zone de basse pression. Et donc, comment vont s'organiser ces vents? Eh bien, vous le voyez avec les flèches de niveau orange. On voit bien que le vent tourne dans le sens des aiguilles d'une montre autour de l'anticyclone et inversement pour la dépression. Donc, si vous naviguez par exemple sur le golfe de Gascogne, vous allez plutôt avoir un vent de secteur nord-est. Inversement, si vous êtes en Méditerranée et que vous naviguez entre l'Italie et les Cyclades, eh bien là, vous allez avoir un vent de secteur nord-ouest. Alors ça, c'est la direction du vent, mais on a également la force du vent qui est importante. Alors là, la force du vent, comment elle est conditionnée? Eh bien, elle est conditionnée par les écarts de pression. Plus on va avoir un gradient de pression important, plus on va avoir du vent fort. Vous avez indiqué ici en noir les lignes d'égale pression qu'on appelle les isobars. On voit bien que ces isobars, ces lignes d'égale pression, elles ne sont pas très resserrées entre l'Angleterre, le nord de la France et l'Allemagne. Donc de ce côté-là, on a des vents faibles. Par contre, si vous allez à proximité de la dépression
turque, eh bien, on voit bien que les lignes d'isobars sont très resserrées entre l'Italie et la Grèce. Donc, dans ce couloir, vous allez avoir des vents forts avec donc un resserrement important des isobars, du mauvais temps, des vents forts, une grosse mer. Donc, vous voyez, rien qu'au coup d'œil de la situation générale, vous allez en déduire le flux général dans sa direction et dans son intensité. Alors après, évidemment, il va falloir détailler les choses, mais c'est important d'avoir cette vision, de se dire que si vous êtes en Manche, vous avez des vents très faibles avec un tout petit vent d'est qui va être très faible. Si on est sur le golfe de Gascogne, on risque d'avoir des vents un petit peu plus forts parce qu'on a quand même un petit peu de gradient de pression. Et puis si vous êtes en Méditerranée, il y aura beaucoup d'écart entre l'ouest de la Méditerranée, où là, il y a très peu de gradient de pression. On a plutôt des conditions anticycloniques près de la Corse. Par contre, si vous avez allé de la Corse vers la Grèce, ah bien là, danger, puisqu'entre l'Italie et la Grèce, eh bien, on a un couloir de vent fort, donc il va falloir peut-être reporter votre navigation. Alors, sur le site Météo Consult, on a ce qu'on appelle une carte animée interactive qui permet de voir avec des nuances de couleurs les zones de vent fort autour des dépressions et des anticyclones. Vous allez pouvoir zoomer sur votre bassin de navigation. Vous avez en bas une échelle qui vous permet également d'évoluer dans le temps, donc de pouvoir heure par heure voir l'évolution de ces champs de vent dans leur intensité, dans leur force. Donc, c'est un outil très appréciable que vous avez sur le site Météo Consult et vous pouvez aller jusqu'à 12 jours d'échéance. Alors évidemment, la fiabilité est bien plus limitée à partir de 5 ou 6 jours qu'à très courte échéance pour le lendemain ou le surlendemain. Alors, on a parlé des centres d'action anticyclone dépression pour avoir l'idée des flux, du flux général dans lequel vous naviguez. Et puis, ce qui va être important également, c'est de connaître le passage des perturbations. Est-ce qu'on va avoir des perturbations à passer? Alors, qu'est-ce qu'une perturbation? Eh bien, c'est une zone de mauvais temps. Alors, pourquoi une zone de mauvais temps? C'est tout simplement dû à un conflit de masse d'air. Vous savez qu'aux latitudes tempérées, eh bien, on est dans une zone, on a d'importants conflits de masse d'air entre de l'air froid d'origine polaire qui descend et de l'air d'origine subtropicale qui remonte dans un flux de sud-ouest. Et donc, c'est au cœur du conflit de masse d'air que va se créer la perturbation. Et comme l'air froid est plus dense que l'air chaud, il est plus lourd, il va avancer plus vite, eh bien, voyez sur le schéma à gauche, on voit que l'air froid a tendance à pousser en coin l'air chaud, il va se former une perturbation avec donc l'air chaud et l'air froid. Alors on va appeler front chaud la délimitation entre l'air chaud qui remonte du sud-ouest et l'air plus frais qui se trouve plus au nord à l'avant du front chaud. Je vais peut-être montrer ma souris, là, la petite souris. Donc ici, on situe ce qu'on appelle dans l'air frais antérieur à la perturbation. Vous avez l'air chaud qui remonte avec le front chaud de la perturbation et puis le front froid qui va s'organiser avec l'air froid d'origine polaire qui va descendre ici. Donc front chaud, front froid qui délimite bien deux masses d'air bien différentes, ce qu'on a donc très souvent dans nos zones tempérées. Alors comment va évoluer la perturbation? Il va se créer le creusement d'une dépression avec donc l'air froid qui est plus dense que l'air chaud, et petit à petit, il va avoir tendance à pousser de plus en plus l'air chaud, qui va en partie partir en altitude, cet air chaud, et donc vous avez l'air froid, le front froid, qui va progressivement gagner du terrain vers le front chaud. Donc la perturbation, là, elle est ce qu'on appelle à une phase de maturité avec deux zones de mauvais temps, une première zone de mauvais temps au niveau du front chaud, une deuxième au niveau de front froid. Et on va détailler ça par la suite. On va voir que les conséquences de ces deux zones sont totalement différentes. On a des risques peu importants d'avoir du vent fort, de fortes pluies au niveau du front chaud, mais par contre, au niveau du front froid, on a une zone de mauvais temps beaucoup plus active. Alors, regardons ce que ça donne dans l'évolution finale de la perturbation. Là, elle est sur son déclin. Pourquoi? Parce que quasiment tout l'air froid a rattrapé l'air chaud. Et donc, l'air chaud en surface, eh bien, regardez, la portion d'air chaud en surface se réduit considérablement. Tout l'air chaud va partir en altitude et donc la perturbation va progressivement mourir, perdre de son activité.
Alors, si on regarde maintenant un petit peu en coupe ce que ça donne, cette perturbation, eh bien, on va voir qu'au niveau du front chaud de la perturbation, on a en général un temps qui est gris, bas et gris, des nuages bas, de petites pluies, parce que en fait, l'air chaud va coulisser un petit peu au-dessus de l'air froid, mais il ne va pas gagner beaucoup en altitude, alors que dans l'air froid postérieur à la perturbation, ici, si vous voyez bien ma souris, l'air froid, eh bien, il arrive en masse, il va soulever l'air chaud de manière très importante, et donc on va avoir ce qu'on appelle la formation de nuages à fort développement d'altitude, qu'on appelle les fameux cumulonimbus. Ce sont des nuages qui se développent jusqu'à 10 ou 12 km d'altitude, et donc ça va être des nuages très actifs qui vont être à l'origine de fortes pluies, parfois à caractère orageux, et puis surtout de violentes rafales de vent, parce qu'on a beaucoup d'instabilité. Lorsque vous avez beaucoup d'air froid en altitude et de l'air beaucoup plus doux en surface, eh bien c'est propice à un temps très instable. Donc, ce qu'on appelle des grains, des fortes pluies au passage du front froid. Par contre, au passage du front chaud, plutôt de petites pluies pas très actives, un ciel bas, parfois une visibilité un petit peu réduite. Donc ça, faut s'en méfier également. On peut avoir des problèmes de visibilité. Mais en tout cas, ce qu'il faudra surtout redouter, c'est le front froid avec ses fortes précipitations et surtout de violentes rafales de vent. Et on se fait parfois surprendre parce que sur les fichiers météo, on voit des vents moyens à 20-25 nœuds, donc des vents qui sont encore pas trop importants. Mais par contre, on a de fortes rafales de vent. Et ça, c'est vrai que les modèles, quand vous avez vos fichiers météo, on n'a pas forcément ces rafales de vent. Et donc, en lisant les champs de vent, on a l'impression qu'on va avoir des vents moyens tout à fait modérés. Oui, mais on a des fortes rafales qui vont accompagner ces fronts froids. Donc, il va falloir s'en méfier avec des grains importants. Alors, si vous avez à disposition Internet, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de sites, et notamment le site Météoconsult, où on a possibilité de visionner les images satellites et les images radar, qui sont importants aussi, parce que les images radar vous permettent de voir les zones de précipitation. Et on repère très bien aussi les fronts, hein, ça va donner en fait une ligne avec des précipitations intenses sur les images radar. Et puis l'image satellite, eh bien, on voit bien, on reconnaît bien ici ce front. Si vous regardez ma souris, eh bien, on voit très bien la forme de la perturbation. Alors le front chaud, si vous le repérez, il est ici, hein, sur l'est de la France, il aborde l'Allemagne. Le front froid, il est ici. Il délimite en fait un plafond nuageux très dense d'une zone. On a un ciel beaucoup plus variable, c'est ce qu'on appelle le ciel de traîne en météo. Donc les fortes pluies, eh bien, elles vont balayer ici une zone allant du nord de la France au sud du golfe de Gascogne. Et puis à l'arrière, eh bien, on voit qu'on retrouve des éclaircies avec quelques petits points blancs. Alors ici, ces points blancs, c'est typique des nuages du ciel de traîne, hein, des cumulonimbus qu'on va voir, des averses, des grains qui vont passer dans le ciel de traîne. Donc là, on va avoir un ciel très changeant à l'arrière du front froid des perturbations. Vous allez avoir par moments de belles éclaircies avec un vent plutôt modéré. Et puis de temps en temps, vous allez avoir le passage de grains avec donc des vents forts, de fortes averses. Et donc là, ça va vous nécessiter des réglages de voile. Donc tout ça, c'est important de préparer avant de partir aussi. Si vous avez le passage d'un front, eh bien, il va falloir préparer ces manœuvres, se dire qu'au passage du front froid, eh bien, il va falloir peut-être prendre un risque, mettre en tout cas des voiles qui vont avec du vent fort. Et puis derrière la perturbation, eh bien, il faudra sans doute être très vigilant au passage de quelques grains qui là aussi nécessiteront des manœuvres et des réglages de voile. Donc voilà l'intérêt un petit peu de voir ces images satellites pour savoir un petit peu à l'avance, avant de partir, eh bien, lorsque vous animez ces images satellites, vous allez voir un petit peu la progression de la perturbation qui permet d'anticiper les choses. Et Cyril, tu n'as pas Oui. parlé dans ton schéma du front occlus, de Ah l'occlusion. oui, je vais revenir Est-ce là-dessus, c'est vrai. est-ce qu'il y a Alors, le enfin, front oclu, voilà, ouais. le front oclu. Alors, à quoi correspond le front oclu? Le front oclu, en fait, c'est lorsque tout l'air froid a rejeté l'air chaud en altitude. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, il n'y a plus du tout d'air chaud au niveau du sol. L'air froid
à gagner l'altitude. Alors, on a parfois des pluies assez soutenues également au passage des fronts occlus. Donc, il faut se méfier de ces fronts-là. En plus, ils sont souvent à proximité du cœur des dépressions. Donc, on a parfois de fortes pluies, du mauvais Ok. temps avec du vent fort également au passage de ces fronts occlus. Et effectivement, c'était bien de le souligner. Donc, j'ai parlé des perturbations, donc, ces perturbations qui sont en général une confrontation entre justement l'air tropical maritime que vous voyez ici, hein, qui remonte des Canaries, des Açores, qui va venir se confronter à l'air polaire maritime, le flux océanique. Alors, je dirais que en automne et en hiver, c'est très fréquent d'avoir des perturbations, mais avec l'approche de l'été, eh bien, on a très souvent l'air froid qui descend moins vers nos latitudes tempérées, donc vous aurez beaucoup moins de perturbations. Les perturbations vont plutôt passer entre l'Écosse, la Scandinavie, le Danemark, et donc nous, on sera plutôt concernés en été par ce qu'on appelle la dorsale anticyclonique, hein, c'est-à-dire que l'anticyclone des Açores va gagner vers le golfe de Gascogne, vers la Méditerranée, et donc on va avoir des vents beaucoup plus faibles, on va avoir des brises thermiques, et on va avoir beaucoup moins ce temps perturbé. Ce qui n'est pas forcément le cas à ce mois de juin. On a vu qu'on avait quand même des perturbations qui passaient parce qu'on avait un schéma qui n'était pas très classique au niveau météo, c'est-à-dire que l'anticyclone des Açores, il n'est pas vraiment venu vers le sud de la France. On avait au contraire un anticyclone sur le nord de l'Europe. Donc c'était une situation pas très classique, mais dans les prochains jours, on va retrouver une situation plus classique d'été avec la Méditerranée qui retrouvera un beau temps calme ensoleillé et puis le nord de la France qui sera peut-être un peu plus en limite des perturbations qui passera sur les îles britanniques. Donc, je reviens sur les différentes masses d'air, hein, vous le voyez. Donc, nous, le plus souvent, on est concerné soit par de l'air tropical maritime ou de l'air polaire maritime qui vient du nord-ouest. Mais c'est vrai qu'en période hivernale notamment, on peut avoir des anticyclones froids scandinaves. Et dans ce cas-là, on va avoir des afflux d'air polaire continental beaucoup plus secs, avec parfois des vents assez forts, hein, sur la Manche et sur le golfe de Gascogne lorsqu'on a ce qu'on appelle le fameux Moscou-Paris. Bon, on navigue pas tellement en plein hiver, donc ça ne vous concerne pas forcément. Mais en été, on peut avoir également des vents d'est à nord-est. On en a eu beaucoup il y a quelques semaines, entre la mi-mai et la mi-juin. On avait un anticyclone entre les îles britanniques et la Scandinavie. Et on a eu 3 semaines avec du vent de nord-est en Manche. C'était assez inhabituel et les marins avaient hâte que ça se termine parce que ça a levé quand même pas mal de mer et ça a posé, ça a donné des mers fortes, hein, au cœur de la Manche. C'était assez inhabituel, mais voilà, on peut avoir un afflux d'air continental très sec en toute saison, mais de manière un peu plus fréquente quand même en hiver. Et puis le dernier type de masse d'air, c'est, vous le voyez ici, l'air tropical continental. Alors on en a eu un exemple ces 2 derniers jours avec le fameux Sirocco qui a concerné la Corse et la région PACA. On avait une petite dépression ici sur les Baléares et je vous ai dit, hein, quand on a une dépression, on a les vents qui tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc immanquablement, ça fait remonter l'air saharien vers la Sardaigne et la Corse. On a eu quand même 41 degrés 6 à Sartène. On a eu du vent de sud-est bien en place là sur la mer Tyrrhénienne, et puis du vent d'est assez fort, hein, du côté du Dramont, du côté de la Provence, en lien avec cet air tropical continental. Vous voyez qu'on est en fait, la France, on est vraiment à un carrefour de masse d'air, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, ce qui implique qu'on a souvent des conflits de masse d'air et puis des flux d'origine très différentes. Donc, lorsqu'on navigue sur plusieurs jours, eh bien, il va falloir se poser la question justement, quels vont être les flux dominants? Est-ce qu'on va se situer dans des conflits de masse d'air avec des perturbations ou est-ce qu'on va se situer plutôt sur un flux général qui ne va pas trop bouger? Est-ce qu'il va être d'est? Est-ce qu'il va être de sud? Mais avec les cartes météo, vous allez pouvoir quand même appréhender le flux général. Voilà, c'était pour ma première partie. J'espère que j'étais bien clair. J'ai essayé. C'était clair, c'est complexe, mais c'est clair. Voilà, j'ai essayé d'être le plus On clair sent que tu as possible. l'habitude quand même de préciser tout ça, de présenter Oui, oui. tous ces éléments Alors météorologiques. après, C'est très vous intéressant. n'hésiterez pas en fin d'exposer s'il y a des choses qui vous semblent un petit peu tordues ou vous voulez plus d'explications, je pourrais revenir sur les slides, hein, il n'y a il y a pas de souci. Du coup, voilà, on rentre dans la deuxième partie, plutôt sur les effets de site. Et donc là, ça va être vraiment focalisé sur des exemples précis.
Donc, Voilà. je te laisse continuer, Cyril. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les questions-réponses. Et également, à la fin de cette conférence, on aura un temps dédié à vos questions. Ok, et ben c'est parti pour la deuxième partie avec bien connaître son plan d'eau et ses effets locaux. Alors, les effets locaux que l'on trouve très fréquemment lorsque vous naviguez, notamment en période estivale, évidemment, ce sont les effets de brise. Alors, en général, lorsqu'on a des effets de brise, on a des temps assez calmes, anticycloniques, ce qui est, on l'a dit, assez fréquent en période estivale. Alors, qu'est-ce qui se passe en période estivale? Eh bien, c'est que le continent se réchauffe beaucoup plus vite que la mer. C'est normal, on a une inertie importante, un volume d'eau très important à réchauffer, alors que le continent se réchauffe beaucoup plus vite. Donc, vous avez des températures qui vont grimper rapidement au niveau du continent, mais beaucoup moins au niveau de la mer. Les températures vont plafonner. Et donc, qu'est-ce qui va se produire? C'est qu'à partir de la fin de matinée, vous allez avoir un air beaucoup plus frais qui va stationner au-dessus de la mer par rapport au continent qui se sera fortement réchauffé. Donc là, ce qui se passe, c'est toujours un petit peu la même explication. Plus on a un air chaud, moins il est dense, et plus on a un air froid, plus au contraire, il est de forte densité. Donc on va avoir tout simplement un appel d'air qui va se faire depuis le continent, depuis la mer vers le continent, et donc l'air plus frais va se diriger vers le continent. Et donc en fin de matinée, on va avoir cette petite brise marine qui va se mettre en place. Alors, c'est au départ une brise de quelques nœuds. Elle va pouvoir s'intensifier un petit peu au fur et à mesure que la température va s'élever dans l'après-midi, puisqu'en général, c'est vers 16 heures qu'on a la température la plus élevée. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va sans doute avoir la brise la plus soutenue. On a parfois 10 à 15 nœuds dans la brise bien établie l'après-midi sur la Manche, sur l'Atlantique, mais aussi la Méditerranée. Donc, lorsque on a une belle journée d'été et que vous voulez faire une petite navigation familiale le long des côtes, eh bien, vous allez souvent pouvoir profiter de ces effets de brise. Alors, on reviendra sur les modèles, mais pour ça, vous avez des modèles météo à maille fine qui voient très bien maintenant, parce qu'ils ont un maillage à 1 km ou 2 km, qui voient très bien ces effets de brise pour prévoir votre navigation et savoir à partir de quel moment de la journée et puis jusqu'à quand vous allez naviguer pour profiter de cette petite brise portante en cours de journée. Donc, la brise de mer en journée, avec une petite rotation du vent qui va se faire en cours de journée, avec une déviation un petit peu des vents vers la droite, en fait, tout simplement dû à cet effet de force de Coriolis, et puis du fait que le Soleil également va bouger un petit peu, va faire sa révolution dans l'atmosphère, et donc on a des vents qui vont prendre un petit peu de droite au fil de la journée. Donc si vous avez un vent le matin en fin de matinée qui est vraiment de la mer vers la terre, eh bien il va dévier un petit peu de 30 degrés en cours d'après-midi. Donc ça, il faudra un petit peu l'anticiper aussi si vous avez à naviguer en cours de journée en période estivale. Alors, je trouvais ça intéressant de vous montrer cette image du satellite qui vous montre très bien les effets de la brise de mer là, le long des côtes de la Manche, où on a en fait un air très stable et frais qui va venir s'infiltrer sur la frange côtière. Et donc, on a l'absence de nuages, un ciel totalement dégagé, alors que lorsque cet air frais va s'infiltrer un petit peu dans les terres, il va soulever l'air chaud à quelques kilomètres à l'intérieur des terres. Et comme il soulève l'air chaud qui va se refroidir, je vous ai dit tout à l'heure, eh bien l'air va se condenser. S'il y a un petit peu d'humidité, on va dire que ça va cumulifier. Pourquoi cumulifier? Parce que ça va former des nuages de type cumulus. C'est ces petits nuages un peu joufflus. Alors en général, ce sont des nuages de beau temps, vous n'allez pas à vous inquiéter. Et puis, comme on le voit, ces nuages, ils se forment surtout dans les terres. Mais c'est vrai que ça peut surprendre. Et pour certains qui vont passer des vacances à l'intérieur de la Normandie, ils ont parfois des ciels très nuageux où ils se disent bah, on va pas pouvoir profiter de la côte. Puis non, en fait, en allant vers la côte, c'est totalement dégagé. Donc voilà, c'est typique de ces types de temps avec brise de mer. Où on profite vraiment de belles conditions météo le long des côtes.
Alors inversement, ce qui se passe la nuit, eh bien, c'est exactement le phénomène inverse. C'est que la nuit, le continent se refroidit donc plus vite que la mer. Et en général, on a des températures plus élevées sur la mer que sur le continent, où là, on va avoir des températures qui vont nettement chuter en cours de nuit. Donc, c'est le même système. L'air froid plus dense, eh bien, il va y avoir un appel d'air en direction de la mer cette fois-ci, avec donc une petite brise de terre plus ou moins soutenue en cours de nuit qui va concerner les zones côtières. Alors, plus on a un refroidissement important dans les terres, et bien plus cette brise va pouvoir se mettre en place. Alors, c'est surtout sur les zones de plaine ou sur les zones à faible relief, hein, parce que c'est vrai qu'en Méditerranée, lorsque vous avez le relief tout de suite à l'intérieur des terres, l'air froid va pas pouvoir stationner vraiment, ou alors ça va être vraiment au débouché des vallées, mais ça va empêcher un petit peu la brise de terre de se former. Donc, concernant cette brise de terre, c'est vrai que si vous allez au mouillage un peu la nuit dans les ports, eh bien, pensez donc à cette brise, hein, qui peut se lever et à bien ancrer votre bateau, puis à bien prendre en compte cette brise de terre, hein, si vous avez à mouiller pendant quelques heures sur ces abris côtiers. Oui, pensez-y bien parce que le vent, quand vous allez arriver au mouillage en fin de journée, vous avez la brise thermique et en fait, il peut changer, évoluer pendant la nuit du fait de cette brise de terre et votre mouillage devient moins sûr et un petit peu plus venté. Donc, ça arrive très souvent, hein. Donc, il faut bien être vigilant sur cette brise de terre. Merci Olivier. Je poursuis. Alors, donc, on passe maintenant un petit peu aux effets locaux, à la configuration géographique dans laquelle vous allez naviguer, notamment si vous faites de la navigation côtière, évidemment, puisque c'est là qu'on va avoir les principaux effets de site, avec notamment le passage entre les îles, les presqu'îles. Donc là, je trouvais ça intéressant de prendre l'exemple des côtes sud de la Bretagne, notamment en direction de Quiberon, du golfe du Morbihan, où là, dans cet exemple, lorsque vous avez un flux de secteur nord-ouest dans les terres, eh bien, lorsque ce vent de nord-ouest arrive sur la mer, on a une petite déviation du vent de quelques degrés. Le vent qui va prendre un peu de droite, hein, on le voit ici entre Groix et Quiberon, hein, par rapport au vent de nord-ouest qui est environ ici à 325, il va être plutôt à 340 ou 350 ici entre Groix et Quiberon lorsqu'on a un vent de nord-ouest modéré. Et puis, on va avoir des effets d'accélération, notamment ici entre Quiberon et Belle-Île. Sur la face nord de Belle-Île, on va avoir un petit effet d'accélération sur la côte nord, alors qu'au contraire, on va être un petit peu plus abrité en allant vers le sud. Donc là, bah, ça va dépendre de vos conditions de navigation, mais si vous avez besoin d'un regain d'air, eh bien, vous allez plutôt viser la passe entre Belle-Île et Quiberon. Et puis, si au contraire, vous avez un petit peu trop de vent, eh bien, pour avoir un petit peu plus de calme, visez le passage vers le sud de Belle-Île. Donc, voilà les petits effets qu'on peut rencontrer. Autre effet, cette fois-ci par flux de secteur sud-ouest. Donc là, comme on a un flux de secteur sud-ouest, hein, qui vient du golfe de Gascogne en direction des côtes sud de la Bretagne, eh bien, vous allez avoir des effets de pointe, notamment sur la presqu'île de Quiberon. On a des effets d'accélération lorsque vous passez à proximité de cette pointe de Quiberon, avec parfois jusque 5 à 8 nœuds, hein, supplémentaires le long de la presqu'île. Et puis, donc, au contraire, une fois que vous aurez passé la pointe, il y a un petit effet d'éventail, hein, qui va se faire. Et donc, vous allez avoir des petits effets de dévente avec des vents qui prendront un petit peu de droite si vous allez vers le golfe du Morbihan, plutôt un petit peu de gauche si vous rentrez un petit peu plus ici dans cette partie-là. Et puis, on va voir des effets qui vont être de canalisation également sur les vallées marines, là, ici, les RIA, hein, comme on les appelle en Bretagne, avec parfois aussi des petites accélérations, des petites déviations du vent sur le débouché de ces RIA.
Donc, c'est des petits aspects géographiques que c'est important de… Alors, ceux qui sont habitués, évidemment, à naviguer dans ces zones-là connaissent bien, mais c'est vrai que si vous découvrez un petit peu la zone, eh bien, ne vous laissez pas surprendre hein, par ces petits effets géographiques. Et puis, il y a les courants là aussi où il faut se Et puis, en méfier. plus, avec les courants, oui, qui sont parfois importants dans cette zone, tout à fait. Alors des effets beaucoup plus importants, j'allais dire en Méditerranée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a beaucoup plus de relief dans cette zone-là, des reliefs très escarpés, juste en arrière des côtes. Et donc là, si je prends l'exemple de la Corse, hein, avec des points qui culminent quand même à plus de 2500 mètres, eh bien, on va avoir en fait la montagne corse qui va faire vraiment obstruction aux masses d'air. J'explique de manière un peu plus claire. Là, ici, j'ai pris l'exemple d'un vent de secteur, d'un flux général de secteur est à nord-est. On va avoir des vents qui sont tout à fait modérés, des vents moyens synoptiques qui vont être à 15-20 nœuds. Mais lorsque ces vents vont arriver sur la frange est de la Corse, eh bien, on va avoir barrage. En fait, on va avoir un effet de compression. La masse d'air va se comprimer le long des reliefs. Et bien à un moment, cette masse d'air, qu'est-ce qu'elle a? Elle n'a plus d'autre choix que de filer soit vers le nord, soit vers le sud. Hein, ça fait un effet vraiment tampon de compression. Et donc, bah, la masse d'air, elle va chercher un espace de liberté. Elle va aller soit vers le nord, soit vers le sud. Et elle va carrément déformer le champ de pression. Regardez ça. Ça arrive à déformer le gradient de pression. Et donc, on va avoir comme si on avait un petit effet de dorsale ici avec un faible gradient de pression, des vents faibles sur la côte est. Mais par contre, on va avoir des vents qui vont être beaucoup plus forts sur les deux extrémités de l'île. On va avoir vraiment un effet d'accélération et on va avoir des vents qui vont parfois être multipliés par 2,5. Hein, c'est pas rien. Donc, des vents en rafale qui vont pouvoir atteindre parfois 45-50 nœuds alors qu'on a des vents moyens de 20 nœuds hein, ici entre la Corse et les îles italiennes. Donc, effet vraiment d'accélération très important sur le Cap Corse et sur les Bouches de Bonifacio, parce que là, en plus, on a vraiment un effet de canalisation entre la Sardaigne et la Corse. Hein. Donc là, ça va vraiment filer ici, alors qu'au contraire, regardez ce qui se passe si vous êtes dans la baie d'Ajaccio. Et bien là, au contraire, on a à nouveau un effet de dorsale, donc des vents beaucoup plus faibles dans ce secteur-là, vous serez tranquille, alors qu'on aura des vents violents canalisés ici dans le secteur de Bonifacio. Et on a une question Oui. d'un participant. Pourquoi l'air ne monte pas vers le haut? Et pourquoi tu dis qu'il va au nord, au sud? Alors, il y en a un petit peu qui Il y en a un peu. s'échappent vers le haut quand même, en fait, il y a un effet de déviation. Il y a un effet de déviation vers la droite et la gauche, c'est-à-dire que naturellement, le vent se dévie en surface. Voilà. Il y en a une partie qui Ah, ok. s'échappe en altitude, mais les deux principales parties, c'est vraiment l'échappatoire de chaque côté de l'île. Et du coup, tu confirmes qu'il y a un dévent, ça veut dire que sur la côte est, là, le long du littoral, il va y avoir un effet de dévent. Donc parfois, il peut y avoir du vent qui arrive près d'un relief élevé, et du coup, on se retrouve dans une zone sans vent. Oui, tout à fait. Ok, Ouais, ouais, tout ok. à fait. Ouais, ouais. C'est ça qui est difficile, c'est qu'on a vraiment de brusques variations et que certains se font surprendre à cause de ça. Oui, tout à Mhm. fait. Ok. Donc là, c'est une situation donc classique en Méditerranée avec un Mistral assez fort. Donc là, évidemment, les effets géographiques sont très importants puisque on va avoir dans un flux général de secteur nord à nord-ouest, eh bien la canalisation du Mistral, donc ici en basse vallée du Rhône, entre le Massif central et puis les Alpes. Alors, au débouché, hein, je vous avais parlé un peu d'un système d'éventail. Au débouché ici de la Camargue, eh bien, vous allez avoir le vent qui va prendre un peu de gauche et petit à petit, bah, le flux qui était presque nord en vallée du Rhône, vous voyez qu'il tourne nord-ouest et puis que souvent, il est même quasiment au secteur ouest ici parce qu'on a des reliefs importants également dans l'arrière-pays varois, l'Esterel, les Maures. Donc, on arrive d'un Mistral qui est quasiment de nord, un Mistral qui est souvent de secteur ouest et qui va
être assez fort au niveau des îles d'Hyères, hein, notamment ici. Et puis, alors le Mistral, il y a un peu différents types de Mistral. On va avoir un Mistral fort et étendu lorsqu'on va avoir une dépression qui va être à proximité de la Côte d'Azur, ici, avec un gradient de pression important sur le Var et les Bouches-du-Rhône. Par contre, il arrive que la molle dépressionnaire, ce qu'on appelle souvent la dépression du golfe de Gênes, qui va s'étendre un petit peu plus vers l'ouest. Et dans ce cas-là, eh bien, le Mistral, très fréquemment, il s'arrêtera au Cap Sicié. Il ne va pas passer plus loin à l'est. Et si vous êtes sur l'est Var, vous allez être dans des vents beaucoup plus modérés. Donc là, c'est important aussi, hein, de voir comment se situe cette dépression. On en revient toujours du général au particulier, hein, de retrouver sur la situation technique générale où est située la dépression, parce que ça va conditionner un peu le Mistral. Alors, vous aurez aussi sur vos cartes de champ de vent, vous allez bien voir, hein, si ce Mistral, jusqu'où il s'arrête. Mais en général, il est fort de la vallée du Rhône jusqu'à l'ouest Var, hein. Toulon, Hyères font souvent un petit peu la limite du Mistral. Alors, pour la tramontane, c'est un peu pareil. On a une tramontane très forte ici au niveau du Cap Creux, au niveau du Cap Béar, parce que vraiment ici, ça vient s'accélérer le long des Pyrénées. Et puis, si vous remontez vers le Cat, vers le Gros du Roi, eh bien, on aura une tramontane beaucoup plus modérée. Là, c'est vraiment l'effet de canalisation dans la vallée de l'Aude et le long des Pyrénées qui fait que ça s'accélère toujours dans cette zone-là également. Et puis, bah, le Mistral, il trouve son pendant sur la Corse, sur les parties nord et sud de la Corse, avec même souvent un redressement au secteur sud-ouest entre la Balagne et le Cap Corse. C'est le fameux Libeccio et qui souffle très violemment entre l'île Rousse et entre le Cap Corse, avec toujours cet effet d'accélération sur le nord du Cap Corse, où là, on dépasse souvent les 65-70 nœuds sans problème, donc des vents tempétueux, hein, dans ces cas-là. Et puis le vent d'ouest bien canalisé également ici sur l'extrême sud de la Corse, dans le secteur de Bonifacio, et parfois ça déborde jusqu'en limite de Porto Vecchio. Alors voilà pour ce qui était un peu j'ai pris quelques exemples, hein, voilà, d'effets locaux sur les côtes. Donc ça, c'était ma deuxième partie. Merci beaucoup Cyril. Je vais juste rebondir sur quelques questions de participants. Oui. Plusieurs personnes ont demandé en gros une distance approximative sur l'effet de mise en place de la brise thermique par rapport au continent. Tu as un chiffre à donner à peu près? Jusqu'où Voilà, elle se met elle en va place. se produire. Bah, en général, c'est entre 8 et 12 000 de la côte, quoi, à peu près, hein. C'est sur la D'accord. frange côtière, voilà, 8-12 000 de la côte, donc ce qui laisse quand même un espace de navigation correct. Ok, merci. Je te laisse continuer parce il nous reste un quart d'heure, mais je reviendrai sur d'autres questions Oui, à la fin. tout à fait. On essaye d'avancer comme ça. Voilà. Merci Olivier. Alors, pour naviguer en toute sécurité, effectivement, il est nécessaire quand même de bien se mettre en condition, de connaître dans quelle situation météo on va naviguer. Donc, la première chose à faire, c'est de consulter les bulletins météo. Alors que vous les avez dans les capitaineries, si vous êtes au mouillage dans un port et que vous vous apprêtez à naviguer, hein. Les capitaineries des ports ont tous les bulletins météo. Météo Consult, nous fournissons 70% des capitaineries. Donc, chaque jour, hein, nous envoyons des bulletins détaillés et vous pourrez retrouver ce qu'on appelle la fameuse carte de frontologie comme front, avec les fameux centres d'action, anticyclone, dépression, les perturbations que vous pouvez voir ici, un front chaud, front froid, et donc qui vont permettre de voir si vous allez être dans une zone de temps calme ou dans une zone de temps perturbée. Et puis également, vous voyez à gauche des bulletins plus détaillés par quart jour, avec donc les différents types de temps, et puis un détail sur l'intensité et force du vent, et puis sur la houle, l'état de mer, la visibilité. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter ça avant de partir.
Quand on navigue, évidemment, c'est important de connaître un petit peu ses limites en termes de sécurité et de se référer peut-être à des niveaux, à des seuils de vent. Donc, bien sûr, on se réfère en marine, vous le savez, à l'échelle de Beaufort. Et vous avez, en fonction des vents, une échelle qui va de 0 à 12. Alors, j'allais dire souvent à la voile, les meilleures conditions de navigation, c'est quand vous avez de la jolie brise, du force 4, voire 5. Vous avez 15 à 18 nœuds de vent, ça avance bien. Si vous n'avez pas trop de mer, c'est confortable, surtout si on a du vent portant qui vient de l'arrière. Dès qu'on est dans du vent très faible, c'est compliqué, vous le savez bien, moins de 2 Beaufort, eh bien, c'est vrai que ça faceille. Vous avez parfois des zones de pétole, c'est compliqué. Donc, voilà, donc j'allais dire le confortable, un 3-4 Beaufort jusqu'à 5 Beaufort. Et puis, évidemment, après, tout dépend de votre habitude à la voile, de quel type de voilier vous avez. Mais c'est vrai que quand on commence à du vent frais, du grand frais, eh bien là, ça implique d'être vraiment aguerri, d'être à l'aise dans ses manœuvres de voile et autres, et puis de bien se tenir au courant des conditions de vent et de mer, parce que c'est important en termes de sécurité de savoir si on va dépasser les 35-40 nœuds de vent. Là, on va commencer à avoir des mers fortes. Donc, passer dans des mers fortes, lorsqu'on a dans du vent qui vient de l'arrière, c'est facile. Si on a des mers qui viennent de côté et du vent fort en même temps, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, voilà, c'est important de voir ça précisément. Donc, vous voyez que quand on atteint le grand frais, le coup de vent, là, nous, en termes de météo, on a des bulletins spéciaux, des bulletins spécifiques qui alertent évidemment les marins de ces conditions les plus difficiles, coup de vent, fort coup de vent, voire tempête, si on atteint la barre des 100 km/h en rafale. Alors évidemment, en fonction de ces vents, vous avez des vagues plus ou moins formées. Et là, c'est pareil, lorsqu'on est encore dans du 3-4 Beaufort, on a des mers qui passent bien, peu agitées ou un petit peu agitées. Mais dès qu'on va être dans du vent frais, grand frais, on a une mer qui devient forte et des conditions difficiles avec des vagues d'au moins 3 mètres. Donc voilà, vous pouvez aussi vous référer à l'échelle de Douglas, qui est une échelle qui décrit un petit peu les conditions d'état de mer en fonction des hauteurs de vagues. Je passe rapidement là-dessus, je pense que la plupart, vous êtes au courant un petit peu de tout ça. Je vais parler maintenant de la houle et de la mer du vent, enfin de l'état de mer en général. Donc là, simplement pour retenir, la houle, en fait, ce sont des vagues qui viennent de loin, la houle. C'est-à-dire que la houle, elle se forme dans les dépressions, alors en général, dans les dépressions atlantiques qui sont assez creuses et qui donc circulent sur le nord de l'Atlantique. Et donc, on a ces vagues qui vont se former par le vent fort et qui vont se propager à des distances très lointaines. Et donc, elles vont finir par arriver jusque sur nos côtes, notamment les côtes de la Manche et les côtes atlantiques, sous forme d'ondulations et donc sous forme de vagues qui vont se créer. Et donc, cette houle, il va falloir l'appréhender lorsque vous partez en mer. Il va falloir donc regarder de près les hauteurs de houle, évidemment. Si vous faites une traversée, par exemple, entre la Bretagne et le nord de l'Espagne, pour donc bien appréhender ça. Alors, cette houle, donc on l'a dit, elle vient de loin. Et puis, on a ce qu'on appelle également la mer du vent. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la mer du vent? C'est tout simplement les vagues qui sont formées par le vent sur place. Alors, vous voyez ici sur cette petite bulle en orange, ici. Donc, c'est le vent qui est formé sur place. On a un vent de secteur sud, un vent de secteur sud qui va donc venir se croiser, qui va former de la mer. Ce vent sur place va former des vagues de secteur sud qui vont venir croiser
la houle qui vient de loin de secteur ouest. Alors, on a parfois une houle très importante lorsqu'on a une dépression très creuse. Plus les dépressions vont être creuses, plus la houle va être importante. Et donc, la houle qui va finir par arriver, par exemple, sur la pointe bretonne, va venir se croiser avec la mer du vent. Et c'est ces conditions qui sont les plus difficiles. Hein. Là, on a une mer, dans ce cas-là, qui est très déstructurée, qui est très casse-bateau, hein, comme je dis parfois dans les courses nautiques, une mer casse-bateau parce qu'effectivement, eh bien, elle ne va pas du tout être ordonnée et ça va être compliqué à naviguer dans ces mers-là. On va se faire secouer, hein, ça va être vraiment l'effet machine à laver. Alors, si on a une mer du vent qui est faible, avec un vent faible, ben, on n'aura pas d'effet. Mais si on a un vent de sud qui sera assez fort, eh bien là, vous voyez, vous allez avoir des vagues de 3-4 mètres qui vont croiser une grande houle de secteur ouest. Donc là, dans ce cas-là, ça va être difficile. Donc, bien faire la différence entre la houle et puis la mer du vent qui va se former. Donc, pour mesurer hein, les risques liés au vent et à la mer, eh bien, vous avez tout un tas de cartes hein, qui sont proposées sur de nombreux sites météo. Alors, nous avons une application Météo Consulte Marine où vous pouvez consulter hein, toutes ces cartes de champs de vent. Vous avez moyen de zoomer sur votre bassin. Si vous faites ici une traversée entre Corse et continent, eh bien, vous avez donc les vents moyens. Vous avez différents modèles, on y reviendra à disposition. Vous pouvez pianoter, vous voyez, dans le temps toutes les 3 heures et vous avez différents paramètres, hein, non seulement le vent moyen, alors ce qu'on appelle le vent fort, les rafales. Je vous disais que c'était important hein, d'avoir les rafales parce que dans certains cas, eh bien, les rafales sont nettement supérieures au vent moyen. Vous avez possibilité de voir la houle, les pluies, les pressions. Donc, c'est un outil quand même assez intéressant hein, à consulter juste avant de partir. Alors, le grand intérêt hein, pour moi de notre application Météoconsult Marine, c'est qu'on a possibilité de comparer les différents modèles. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez différents modèles à maille fine. C'est vrai que quand j'ai commencé, moi, les courses nautiques il y a une dizaine d'années, on avait très peu de modèles à maille fine. C'était des modèles à maille large, notamment le modèle américain à 40 km. Alors, vous voyez que dans un carré de 40 km, il peut s'en passer des choses. Là, maintenant, nous avons une définition qui est vraiment très précise, puisqu'on est entre 1 et 2 km de maille. Donc, vous allez pouvoir avoir des phénomènes locaux beaucoup plus précis, des effets de site, hein, on en parlait, qui vont vous permettre justement de prévoir au maximum des effets locaux sur votre navigation. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on a vraiment donc l'évolution heure par heure. Vous voyez, hein, par exemple, ici, j'ai le modèle Météo Consult. Alors, notre modèle Météo Consult, il a été développé par nos informaticiens. C'est un modèle qu'on appelle probabiliste, qui est un petit peu différent de ce qu'on appelle les modèles déterministes, hein, qui vont être initiés par des certaines conditions météo bien précises. Là, le modèle probabiliste, c'est ce qu'on appelle un multimodèle. Il va prendre en compte plusieurs modèles. Il va essayer de retenir la probabilité la plus importante d'avoir tel ou tel paramètre météo. C'est-à-dire qu'il y a dans une prévision, hein, il y a une tendance moyenne et puis il y a des écarts types. Eh bien, il va essayer de prendre la probabilité la plus forte d'avoir tel ou tel paramètre météo. Donc, c'est intéressant de travailler avec ce modèle-là, mais c'est toujours intéressant également de comparer avec les autres modèles. Hein, Rome, Lama, c'est un modèle qui a été développé par les Italiens, qui est très utilisé en Méditerranée. Vous avez Arpège également pour Météo France. Donc voilà, le coup d'œil. Et lorsque vous voyez que vous avez des vents moyens qui sont à peu près bien calés sur tous les modèles et des rafales à peu près bien calées ou avec un petit delta de 10%, eh bien, vous avez une bonne fiabilité de la prévision. Lorsque vous voyez que vous avez des écarts, eh bien là, ça incite à la prudence. Hein. Si on a deux modèles qui nous annoncent 15 nœuds de vent et puis qu'on en a deux autres, on va à 25-30 nœuds, c'est déjà bien différent. Donc là, faut peut-être étudier la situation météo un petit peu plus précisément. Et en général, nous, on essaie de donner une fiabilité à la situation. On a un indice de fiabilité hein, pour dire, bah voilà, ce jour-là, on accorde 90% de fiabilité. Cette situation-là, qui est orageuse, qui est un peu plus instable, bah là, la fiabilité, elle est peut-être de 60-70%. Donc, c'est un critère quand même important à regarder.
Donc sur nos applications, vous avez heure par heure, possibilité également d'avoir l'évolution de la houle. On a parlé de la mer du vent, hein. Vous voyez qu'on distingue bien la mer du vent de la mer totale, de la houle. Donc la mer totale, elle prend en compte à la fois la mer du vent et la houle. Et puis vous avez également la direction de la houle, la période de la houle. Donc il y a quand même pas mal de paramètres pris en compte, et cela au niveau horaire. Possibilité d'avoir en cartographie, hein, ce que ça donne, avec donc ici la houle représentée, où dans ce cas-là, on voit bien que le Mistral, bien, il va lever surtout de la mer, vous voyez, en allant vers le large, ici, avec 4-5 mètres de vagues, alors qu'évidemment, comme là, le vent vient de la terre, le long de la côte, il n'a pas eu le temps de lever de la vague. Donc, si vous avez une navigation côtière à faire entre le Roussillon et puis la Camargue, vous allez pouvoir la faire, ce qui ne sera pas du tout le cas si vous avez une navigation entre le Languedoc et la Corse. Là, vous allez vraiment être dans la zone à risque, avec cette houle importante qui va se lever liée au Mistral. Nous, on attache justement beaucoup d'importance à une carte qu'on appelle la carte des risques. C'est un peu une exclusivité de Météo Consult. En fait, on essaye chaque jour de cartographier des niveaux de risque par paramètre. Donc, vous avez 3 niveaux, un risque qui serait faible ou modéré, un risque en orange qui serait déjà modéré à fort, et puis un risque rouge qui indique vraiment que là, on a une situation très compliquée avec des risques importants. Donc, on a ces 3 niveaux de risque, et puis on a plusieurs paramètres. Alors, vous voyez ici le paramètre orage, par exemple, le paramètre vent fort et le paramètre vague. On a aussi un dernier paramètre qui est le paramètre visibilité réduite, qu'on n'a pas ici. Mais voilà, ça c'était un exemple pris de la journée d'hier, je crois, où on avait un vent d'est à nord-est en Méditerranée, avec un petit peu de vent marin ici sur le golfe du Lion, avec donc un peu de houle ici au large, une houle, je crois, de l'ordre de 2 à 3 mètres, qui incite quand même à la prudence, hein. Donc on a des seuils qui atteignent le seuil modéré, orange ici pour le vent et les vagues. Et puis on avait également un peu d'instabilité sur le golfe du Lion, avec quelques ondées orageuses. Donc les orages, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte, parce que en fait, on a beaucoup d'instabilité de masse d'air, et lorsque vous avez des champs de vent, eh bien, très souvent, les fortes rafales liées aux orages ne sont pas très bien vues par les modèles, et souvent sur vos fichiers de vent, ce sont les vents modérés, et donc on peut avoir des surprises, des mauvaises surprises, hein, lorsqu'on a ces situations orageuses. Donc le fait d'avoir comme ça des J'en cartes des... profite, Oui. excuse-moi de t'interrompre, j'en profite là sur ces orages, on a pas mal de questions aussi. Est-ce que tu peux nous revenir sur l'épisode orageux là en Corse de l'été dernier? Il y a des questions voilà, sur est-ce qu'on aurait pu mieux le prévoir, et est-ce que tu penses que c'est des événements qui peuvent revenir de plus en plus souvent, liés peut-être au réchauffement Oui, alors climatique? je reviens un petit peu au contexte de l'été dernier, parce que c'était un contexte de mer Méditerranée qui était surchauffée. On a eu un été qui a été caniculaire, particulièrement chaud. On avait des eaux très chaudes en Méditerranée, parfois jusque près de 30 degrés en Corse, hein, presque une eau tropicale, on peut le dire, 27-28 degrés en moyenne sur certaines zones de la Corse. Donc on avait un contexte déjà avec des eaux surchauffées au mois d'août, hein, puisque c'était au mois d'août ce phénomène-là. Et puis, on a eu un contexte en altitude avec ce qu'on appelle une goutte froide. Alors, une goutte froide, c'est une petite poche d'air froid en altitude. Et puis, on avait ce qu'on appelle le courant de jet, hein, un courant important en altitude qui véhiculait donc de l'instabilité. Et donc, on a eu la concomitance d'une mer très chaude, d'air froid en altitude, et puis d'une situation donc très instable qui a fait qu'on était potentiellement dans des creusements de petites bombes dépressionnaires, hein, comme on les appelle en météo. Alors, ce sont des micro-dépressions, hein, vraiment à maille très fine, et ces petites dépressions qui se forment, eh bien, elles échappent un petit peu aux mailles des modèles, parce que déjà, on les voit un petit peu au dernier moment, et puis, je vous ai dit, elles sont vraiment à une échelle très fine. Alors, c'est vrai que je travaillais à ce moment-là, et la veille, finalement, en consultant les modèles, même à maille fine, eh bien, la Corse n'était pas franchement concernée par ces dépressions. On voyait une dépression assez creuse filer très vite, donc ça nous a quand même
interpellée, mais elle passait très au large de la Corse. Elle passait en direction du golfe de Gênes, à peu près à mi-distance entre la Corse et le continent. Donc, ça ne nous a pas plus alerté que ça. Et c'est vrai que c'est finalement que quand on a eu le nez dans le guidon, hein, le matin, quand on est arrivé de bonne heure, qu'on a vu que les tout derniers modèles de prévision eh bien, voyaient ça. Oui, mais c'était trop tard, hein, elle arrivait déjà. Et donc là, effectivement, le temps d'alerter les gens, eh bien, ça va très vite. Et donc, on était déjà dans le dur. Et effectivement, c'est vraiment une situation très, très complexe. Ça fait partie des plus durs à prévoir en météorologie. Et c'est vrai que l'atmosphère est une machine très complexe. Mais ça veut dire qu'avec le réchauffement climatique, on peut imaginer que l'eau va continuer de se réchauffer, qu'on va avoir des étés où la mer Méditerranée sera quand même parfois de plus en Tout plus à chaude. fait, c'est ce qu'on observe, des eaux de plus en plus chaudes. Il faut savoir que plus un air est chaud, plus il contient d'humidité. Donc ça, c'est important. Plus il peut contenir d'humidité, donc est propice à de très fortes précipitations en peu de temps. Et puis, plus vous avez cet air très chaud qui va être surmonté avec de l'air froid, et bien plus on va avoir une différence importante entre l'air très froid en altitude et l'air surchauffé en Méditerranée, plus ça va être propice effectivement à des creusements dépressionnaires, à des phénomènes violents. Donc, Donc là où il y a des reliefs, du coup, là où il y a des reliefs avec de l'air plus froid. disons que les reliefs peuvent être un accélérateur parce que lorsqu'une masse d'air arrive sur un relief, eh bien, vous allez avoir mécaniquement un effet de soulèvement. Donc, ça va en plus rajouter un facteur concomitant, un facteur à risque en plus. Ok, Effectivement, et là, ça a sûrement joué, effectivement, le soulèvement lié à l'arrivée sur les reliefs corses, effectivement, oui. ok. Merci. J'espère que ça éclairera un petit peu les Oui, j'espère que ça différents éclairera un petit participants peu. qui se posaient ces questions. Donc voilà, hein, il me semble important de pouvoir un petit peu essayer de quantifier ces risques et ces dangers en mer. Donc on a sur Météo Consult trois vidéos qui sont le bassin de la Manche, le bassin atlantique et le bassin méditerranéen, avec donc ces niveaux de risque par paramètre. Alors, vous avez donc une vidéo qui dure 1 minute 30 à 2 minutes où le prévisionniste va pouvoir eh bien, en détail vous montrer l'évolution sur les 48 premières heures des champs de vent et également de l'état de mer, hein, comme on le voit ici, avec donc une légende et donc apporter un petit peu son expertise de météorologue sur des traversées que vous pourrez faire sur les 48 premières heures, hein, sur votre bassin de navigation. Je voudrais terminer donc en vous disant que pour naviguer en toute sécurité, évidemment, nous on est habitué chez Météo Consult à accompagner un petit peu les marins, les navigateurs. On fait ça depuis des années. On trouve que c'est important. Et pour rebondir un petit peu par rapport à ces risques en mer, j'allais dire, on propose plusieurs abonnements. Alors c'est vrai qu'en gratuit, vous avez déjà beaucoup de choses. Mais comme on le disait, il y a quand même des situations qui impliquent de se dire, là, les modèles, ils vont pas tous dans le même sens. Là, on est en été, je vois qu'il y a un risque d'orage. Dans certaines situations, on a besoin un peu d'être tranquillisé, d'être rassuré. Alors, j'allais dire, dans ce qu'on propose chez Météo Consult, hein, vous avez l'abonnement Zen qui porte bien son nom pour être un peu plus zen quand on traverse, qui me semble à un coût raisonnable et qui permet d'avoir beaucoup de choses, des bulletins météo très détaillés, la comparaison des différents modèles à maille fine heure par heure, et puis les fameuses vidéos, hein, que je viens de commenter là, avec ces cartes des risques. Donc là, vous avez déjà un petit peu un bagage qui peut permettre d'en connaître beaucoup plus. Et puis, nous, on est habitué aussi à faire vraiment de la relation par téléphone sur des traversées, des gens qui veulent faire une navigation
familiales tranquilles qui nous disent nous, on ne veut pas plus d'un mètre de mer parce qu'après, c'est vrai qu'on n'a pas le confort qu'il faut. Donc, est-ce que vous pouvez me dire que là, sur ma traversée, je suis tranquille ou est-ce que j'ai besoin de m'abriter? Voilà, donc c'est parfois rassurant. Alors, c'est vrai que quand on fait de la navigation vraiment côtière, on peut peut-être un peu plus s'abriter, mais lorsqu'on va jusqu'en Corse ou une navigation un peu plus longue vers d'autres destinations, eh bien, si on a 2-3 jours de traversée, là, faut quand même pas se louper. Donc, voilà, nous, on est là hein, avec ce briefing par téléphone avec un prévisionniste. On prépare le petit briefing. Vous téléphonez au standard de Météo Consult et puis on prend vos coordonnées. Et puis, dans les 2 heures, eh bien, on a étudié précisément la situation météo et on vous dit, voilà, là, il n'y a aucun danger ou Ouais, là, sur ouais, votre traversée, ça peut être très utile, ouais. voilà. Donc, c'est quand même intéressant d'avoir ce service, il me On semble. remettra ça dans la newsletter qu'on enverra aux participants. Avec le replay, on remettra les informations si les clients souhaitent souscrire et avoir bénéficié de l'intégralité de l'offre. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Donc voilà. Donc comme je vous disais, hein, si après vous avez des navigations un peu plus hauturières ou quoi, où il y a d'autres aussi d'autres types d'abonnements, mais voilà. Là, moi, il me semble que déjà avec ces deux Mm. choses-là, ça permet d'être un peu plus tranquille lorsqu'on a une navigation qui peut présenter des risques. Merci Cyril. Il y a une autre slide ou pas où on est Alors, je regarde ça. Non, bah, c'est bon. Donc, Écoutez, je crois qu'on arrive à la fin. Donc, je remercie en tout cas de m'avoir écouté parce que c'est un peu ils sont long, nombreux. forcément. On a eu plus de Et 450 personnes, donc c'est pas mal. voilà. Donc, voilà. En tout cas, je souhaite à tout le monde de belles navigations. Et puis surtout, je suis là pour essayer de répondre à vos questions. Merci beaucoup Cyril. Vous trouvez également les informations là dans cette dernière slide pour suivre Globe Sailor et également pour contacter Météo Consult. Donc c'était très intéressant. Bon, il est 18h07, on a quand même quasiment réussi à rester dans les clous. Moi, j'ai une dernière question, Cyril, qui est revenu un petit peu dans les forums. C'est concernant les alizés. On voit qu'on a de plus en plus de mal à estimer quand est-ce qu'ils arrivent, quand est-ce qu'ils s'installent et tout ça, les alizés pour transater. Est-ce que tu as un mot à nous dire dessus? Est-ce qu'on va vers, au final, des prévisions qui sont de plus en plus complexes ou est-ce qu'à un moment, on va revenir sur des alizés plus stables et plus faciles à prévoir? Ils vont de plus en plus au sud en plus. Enfin, Quel est Oui, ton oui. avis Alors, c'est là-dessus? vrai qu'on a un petit peu en tête hein, l'image que les alizés, c'est des vents qui sont là eh bien 24 heures sur 24 tout au long de l'année, toujours un peu à la même position. Enfin, c'est un peu l'image qu'on avait en tête. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'effectivement, il n'est pas aussi tranquille que ça, cet alizé. Et puis surtout, eh bien, il s'établit pas forcément toujours au même endroit. Alors, c'est vrai que l'anticyclone des Açores, il est là quand même une bonne partie de l'année et c'est souvent dans sa partie sud qu'il prend naissance entre du côté des Canaries, hein, entre Madère et les Canaries. Mais ce qu'on s'aperçoit, et c'est vrai que j'ai fait plusieurs suivis de courses ces dernières années, eh bien, on a tendance à avoir quand même des alizés qui sont de plus en plus instables. Alors, c'est une remarque, hein, c'est difficile de dire, c'est vraiment lié à un changement climatique. Il faudrait étudier Ok. ça profondément, ce que je n'ai pas fait. Mais en tout cas, effectivement, ce qu'on remarque, c'est qu'on a pas mal d'oscillations du fameux jet stream, hein, ce courant d'altitude, qui fait que des fois, on a des oscillations très sud avec des dépressions qui vont se positionner très au sud. Et donc, tout est décalé. Et donc, on a parfois ce qu'on appelle des pannes d'alizés, hein, des alizés qui ne sont pas présents là où on Mm. les attendrait du côté des Canaries. Il faut parfois
descendre très au sud en direction du Cap Vert pour prendre ces alizés. Donc, c'est ce qu'on remarque, hein, ces oscillations. Et c'est vrai que quand on prévoit une navigation, une grande traversée, il faut bien scruter l'évolution de la situation générale pour voir si justement la position de cet anticyclone des Açores, comment il va être. On a vu que ces dernières semaines, là, il n'était pas du tout à la bonne place et on avait au contraire des dépressions très actives qui descendaient très sud, qui ont d'ailleurs apporté beaucoup de pluie sur les Canaries. Donc, c'est vrai que c'est important d'avoir une bonne idée sur le flux général, hein, et à quelle Ok. position va se mettre en place les alizés. Donc Ok. voilà. Bon, on va clore, je pense, notre conférence. Merci à tous pour votre participation. Un grand merci, Cyril, pour ton expertise et pour avoir transmis vraiment de manière très claire, très pédagogique, toutes ces informations. Vous pourrez retrouver ce webinaire par email. Donc, on va vite vous envoyer un mail avec le replay sur notre chaîne YouTube. Vous aurez également beaucoup d'autres webinaires que vous pouvez consulter avant d'embarquer cet été en croisière. Donc, je vous souhaite à tous de belles vacances, de belles croisières. Il nous reste encore quelques disponibilités si vous souhaitez embarquer cet été en Bretagne, en Méditerranée, un petit peu partout. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, c'est la dernière ligne droite là. Voilà, donc d'ici là, je vous remercie et puis à très bientôt et bel été. Merci Cyril, à Merci à bientôt. tous. Merci Olivier. À bientôt. Au revoir. Merci.